Bonjour, donc aujourd'hui on va aborder l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour appliquer la loi du Qui 2, qui est une loi de densité de probabilité. On va le faire en deux temps, donc aujourd'hui je vais simplement m'intéresser au test d'adéquation. Donc on va tester par exemple si une distribution statistique donnée suit une loi de probabilité donnée, soit par exemple une loi de Poisson, soit une loi normale, etc. Donc l'exemple d'aujourd'hui portera sur un test, voire sur un échantillon donné, si la loi de Poisson est un choix approprié. Alors, donc, on va définir rapidement, donc je n'ai pas de stylo ici. Donc on va définir donc, la loi du Qui 2, on va dire ceci. Donc si les variables, si x1, x2, xn, d'accord, sont des variables aléatoires indépendantes, distribuées selon une loi normale, alors la variable aléatoire z, qui est égale à quoi? La variable aléatoire z, qui est égale du coup, alors j'ai plus ma brosse, la variable aléatoire z qui est égale à x1 carré plus x2 carré plus xn carré, d'accord? La variable aléatoire z qui est égale à ceci, donc donc z suit la loi du, alors on écrit soit qui 2, soit qui, en prenant soit qui 2, soit qui carré, c'est comme vous voulez. Donc, suit la loi du qui 2 à nu degré de liberté, parce que un des paramètres de la loi du qui 2, c'est le nombre de degrés de liberté. On aura l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit exactement. Donc, on va dire que la loi que z, donc z, la variable aléatoire z, suit la loi du Qui 2 à nu degré de liberté, et on démontre que espérance de z est égale à nu, variance de z est égale à 2 nu, écart type de z est égal bien entendu à racine carrée de 2 nu. Quand je dis nu, prononcé comme ça. Voilà. Alors, donc ça c'est pour les paramètres. Alors, maintenant, il va falloir donc télécharger une table qu'on appellera donc la table du Qui 2, qui va nous permettre de faire des lectures pour effectivement effectuer notre test. Alors, la table du Qui 2, d'accord, la table du Qui 2, qu'est-ce qu'elle donne? La table du Qui 2, je vais effacer ça. La table du Qui 2 donne, alors, la table du Qui 2, la table du Qui 2, elle donne la probabilité, n'est-ce pas? La probabilité alpha, la probabilité alpha, donc en fonction du nombre, de degrés de liberté, hein, en fonction du nombre de degrés de liberté nu, d'accord, pour que le Qui 2, d'accord, égale ou dépasse, donc ça c'est le Qui 2 calculé, pour que le Qui 2 dépasse, d'accord, une valeur Qui 2 alpha. Alors je fais une courbe qui ressemble à ceci. Donc qui ressemble à ceci. Ça vous rappelle presque la courbe de la loi normale, sauf qu'elle n'a pas du tout la même forme. Selon le nombre de degrés de liberté, vous aurez des formes différentes. Donc là, je vais fixer ce qu'on appelle le Qui 2. Alors, je vais faire un peu mieux. Qui 2 alpha. Et donc là,
c'est l'air qui est égal tout simplement à alpha. Donc alpha est égal à la probabilité que Qui2 dépasse plus grand ou égal à Qui2 alpha. Autrement dit, ça va être notre Qui2 qu'on verra tout à l'heure, le Qui2 calculé. Et ça, c'est notre Qui2 lu dans la table. D'accord? Et donc, le alpha, on l'appellera le seuil de risque. Alpha, on l'appellera le seuil de risque. Alors, on va donc énumérer les conditions qu'il faut réunir afin, dans une première étape, d'effectuer un test d'adéquation. Et dans une prochaine séquence, on effectuera le même cours, mais cette fois-ci pour effectivement effectuer un test d'indépendance entre deux variables. Donc aujourd'hui, il sera question du test d'adéquation. Alors, si la vidéo n'est pas longue, je ferai un test d'adéquation appliqué à une loi de Poisson et une loi normale. Mais si la vidéo est trop longue, je me contenterai aujourd'hui de faire un test d'adéquation pour tester, si vous voulez, si une distribution statistique donnée suit une loi de Poisson. Voilà. Donc, on va commencer. Très bien, donc on va chercher donc on va effectuer donc un test d'adéquation, d'accord? On va chercher à déterminer, d'accord? On va chercher à déterminer la loi d'une variable aléatoire grand X, variable aléatoire donnée. Alors on va se poser la question, est-ce que grand X suit une loi de probabilité donnée? Est-ce que grand X suit une loi de Poisson? Est-ce que grand X suit une loi normale? Est-ce que grand X suit une loi exponentielle? Etc. Donc, les résultats, d'accord, les résultats obtenus donc, en simulant une de ces lois, les résultats obtenus sont-ils conformes à ceux attendus? D'accord? Sont-ils conformes à ceux attendus? Pour répondre à cette question, il va falloir effectuer ce qu'on appelle un test du Qui2, qu'on appelle un test d'adéquation ou un test d'ajustement. Voilà. Très bien, donc cette fois-ci, on va théoriser de la façon suivante. On va dire soit grand X, une variable aléatoire définie sur une population donnée, oméga. D'accord? Donc, on va donc prélever, on va donc prélever depuis cette population des échantillons de taille petit n. Donc on va extraire de cette population-là des échantillons de taille petit n. Ok? Les observations obtenues, sur cet échantillon vont être réparties en K classes, en un certain nombre de classes, qu'on appellera le nombre de classes. Il peut y avoir 3 classes, 4 classes, 10 classes, en K classes. On verra après les critères qu'il faut pour l'effectif de chaque classe. Je dis rapidement, aucune classe ne peut avoir un effectif inférieur à 5. Ça, on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on va déterminer, on va donc dépouiller, on aura ce qu'on appelle les effectifs observés, qu'on appellera O1, O2, O3, donc et OK, autrement dit, effectifs observés correspondant à chaque classe. Nous avons O1, O2, O3 et OK. Ce sont les effectifs donc observés. Ok? Alors maintenant, on va mettre en place un test. Donc on va appeler ça la mise en place du test. Dans le cadre des tests d'hypothèse, rappelez-vous,
on sera confronté à deux hypothèses. Hypothèse nulle H0 et bien sûr l'alternative que j'appellerai H1. Donc ce qu'on appelle la mise en place du test. Donc là j'ai énoncé rapidement l'aspect théorique et donc là on va mettre en place notre test. Et qu'est-ce qu'il va dire? Donc on va tester l'hypothèse H0 qui consiste à dire que X, grand X, suit une certaine loi de probabilité donc théorique. Donc grand X suit une loi de probabilité qu'on va se fixer. On dira que par exemple, on va supposer théoriquement que X est distribué selon une loi de Poisson ou que X est distribué selon une loi normale. Et bien sûr, on va fixer une hypothèse nulle, on va donc admettre, on va supposer que X suit donc une certaine loi de probabilité. Mais bien entendu, avec bien sûr un risque alpha. Autrement dit, on a alpha % de chance de faire une erreur. Donc avec un risque alpha, en général, dans le cadre du test du Qui2, alpha est soit égal à 1%, soit égal à 5%. Ce sont les valeurs les plus répandues. Donc je répète, on va donc fixer l'hypothèse nulle, H0. On retiendra que X suit une loi théorique, une loi de probabilité qu'on sera fixée au départ. D'accord ? Contre l'alternative, bien sûr, H1, où bien sûr, cette loi ne respecte pas certains critères, et auquel cas, on va rejeter notre hypothèse de départ. D'accord ? Donc, hypothèse H0 et hypothèse alternative H1. Donc, rappelons-nous que donc, O1, O2, O3 et OK sont les effectifs observés dans la population étudiée, d'accord, donc obtenus au travers des échantillons prélevés, n'est-ce pas? Et maintenant, une fois qu'on a donc fixé H0 qui correspond donc grand X suit une loi de probabilité donnée, d'accord, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va, dans une première étape, calculer à partir de cette loi ce qu'on appellera les effectifs théoriques. Autrement dit, si grand X suit cette loi donnée, quel serait donc l'effectif associé, théorique associé, le premier je l'appelle TA, T2 et TK. Ça, ce sont les effectifs théoriques calculés à partir de la loi retenue au départ. Donc tout ça, on l'expliquera au travers d'un exemple très simple. Et ensuite, vous n'aurez qu'à adopter la méthode dans n'importe quel type de situation pour ce qu'on appelle le test d'adéquation. Donc on va calculer donc les effectifs théoriques T1, T2, TK, donc que l'on aurait si grand X, effectivement, suivait exactement la loi théorique préconisée au départ. D'accord ? Et bien sûr, on fait la supposition qu'il n'y a pas donc de fluctuation d'échantillonnage. Vous savez qu'un prélèvement par rapport à un autre, on peut y avoir des différences, mais ces différences-là, elles peuvent être de nature importante ou de nature totalement minimisée. Autrement dit, là, on va supposer qu'il n'y a pas de fluctuation d'échantillonnage. Donc on va calculer T1, T2 et TK. Alors, une fois qu'on a fait ça, de façon théorique, de façon intuitive, on va dire. L'idée, c'est de dire, est-ce que ce que j'ai obtenu ici, en théorie, est-ce que ces valeurs-là sont très proches de la réalité? Autrement dit, est-ce que l'écart qui existe entre les valeurs observées et les valeurs théoriques, est-ce que cet écart est important ou pas? Il y a juste un problème.
Si on se met à calculer les écarts entre O1 et T1, tantôt on aura des écarts positifs et tantôt on aura des écarts négatifs. Donc si on s'amuse à sommer ces écarts tantôt positifs, tantôt négatifs, effectivement on peut arriver à ce qu'on appelle une neutralisation. Autrement dit, on peut arriver à un résultat qui peut être nul. Alors, on va donner le résultat, mais après, bien sûr, tout ça peut être démontré, mais il faut reconnaître que le calcul est relativement lourd et difficile. Et donc, il faudrait, je dirais, plusieurs vidéos, puisqu'il faut remonter vraiment en amont pour expliquer pas mal de choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est ceci. On va donc calculer ce qu'on appelle l'indicateur d'écart. Et l'indicateur d'écart, que j'appellerai le qui2 calculé, l'indicateur d'écart, que j'appellerai le qui2 calculé. Alors, l'indicateur d'écart, que j'appellerai le qui2 calculé. Donc, qui2 calculé. Il sera égal. On fera la somme des OI moins TI au carré sur TI. Bien sûr, I variant de 1 à K. I variant de 1 à K, puisque au départ, on avait dit qu'on avait K classes. Donc, on va calculer ce qu'on appelle ici un indicateur d'écart. Et vous avez compris, plus cette valeur sera importante, et plus on a de chances de rejeter la loi initialement retenue. Alors, à partir de quel moment, à partir de quelle limite, on peut considérer, d'accord, on peut considérer que ce qui2 calculé s'écarte d'une valeur qui pour nous n'est pas acceptable. Autrement dit, à partir de quel moment je vais accepter ou rejeter H0. Et c'est là où intervient la table du qui2. Une fois que vous avez fait ce calcul-là, vous fixez bien sûr, vous allez calculer le nombre de degrés de liberté. Alors, le nombre de degrés de liberté, pour faire simple, on peut le résumer comment? Admettons que j'ai un tableau statistique dans lequel j'ai 10 lignes, j'ai 10 valeurs. Donc, je ne sais pas moi, des âges, X1, X2, X10, et puis des âges à côté, d'accord? Et admettons que ce tableau comporte 5 lignes. Et vous avez l'effectif total est de 50. Il est clair que s'il y a 5 lignes, d'accord, vous avez 4 degrés de liberté. Autrement dit, si vous connaissez les 4 premières lignes, vous pouvez déduire la 5e, puisque vous faites 20 moins la somme des 4 précédentes. Donc quand vous avez un tableau à n lignes ou à k lignes, le nombre de degrés de liberté, c'est k. C'est k moins 1. Le nombre de degrés de liberté, c'est k moins 1. D'accord? Maintenant, lorsque vous allez effectivement retenir une loi de probabilité, si vous voulez vérifier si une distribution donnée, d'accord, suit une loi de Poisson, donc forcément, vous aurez à chercher un paramètre qu'on appellera le paramètre lambda, parce qu'une loi de Poisson est caractérisée par un seul paramètre. Donc, dans le cas d'une loi de Poisson, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de classes moins 1, moins bien sûr le nombre de paramètres à évoluer. Donc vous faites k moins 1
Alors là, j'ai fait une toute petite erreur. Là, j'ai fait une toute petite erreur parce que je disais précédemment, lorsque vous avez un tableau à 5 lignes, le nombre de degrés de liberté, c'est 5 moins 1, donc ça fait 4. Donc ici, lorsque vous avez un tableau à K lignes, le nombre de degrés de liberté, c'est K moins 1. Donc tout ça est correct. Maintenant, si vous voulez effectivement tester si une distribution statistique suit une loi normale, une loi de Poisson, vous avez effectivement un paramètre à évoluer. Donc votre nombre de degrés de liberté, c'est tout simplement K moins 1, bien sûr, moins 1. Autrement dit, si vous avez 5 lignes, un tableau à 5 lignes, vous aurez donc, si vous voulez tester une loi de Poisson, comme on le fera juste après, le nombre de degrés de liberté, c'est 5 moins 1, c'est-à-dire 3. Maintenant, si vous avez une distribution statistique, une variable continue, qui semblerait, d'après le graphique ou d'après les éléments qu'on a, il semblerait qu'elle serait distribuée selon une loi normale. Forcément, pour une loi normale, il faut estimer 2 paramètres. Il faut estimer la moyenne et l'écart type. Et dans ce cas-là, le nombre de degrés de liberté, c'est le nombre de classes, moins 1 toujours, moins le nombre de paramètres à estimer. Donc si vous avez 5 classes, le nombre de degrés de liberté dans le cas d'une loi normale, c'est 5 moins 1, moins 2. Ça me fait donc 5 moins 3, c'est-à-dire 2 degrés de liberté. Donc voilà pour le calcul du degré de liberté. Maintenant, une fois que vous avez calculé votre Ki 2, vous avez une table du Ki 2 dans lequel, effectivement, la courbe, elle est comme ceci. Rappelez-vous, la courbe, elle est comme ceci. Ici, nous avons le Ki 2. Alors, le Ki 2 théorique, Ki 2 de la table. Et bien sûr, on retient le nombre de degrés de liberté. On se fixe le seuil critique alpha. Autrement dit, cette région-là, cette aire-là est égale à alpha. L'hypothèse H0 sera acceptée à une condition. À condition que la probabilité, d'accord, que la probabilité du Ki 2, d'accord, Ki 2 calculé, probabilité que Ki 2 calculé soit inférieure au Ki 2 de la table. Donc autrement dit, lorsque vous avez trouvé le Ki 2 calculé, admettons que ici, je dis n'importe quoi, admettons que ici, je lise pour alpha égale, je ne sais pas, alpha %, je lise une certaine probabilité dans la table. Et là, je lis, par exemple, 6,5. 6,5. Et que mon Ki 2 calculé soit égal à 7. D'accord? Et que mon Ki 2 calculé soit égal à 7. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que mon Ki 2 calculé appartient à la zone critique. Autrement dit, mon hypothèse nulle qui consiste à dire que grand X suit une loi donnée, ça serait vrai à condition que le Ki 2 H0 est vrai, à condition que le Ki 2 donc calculé soit inférieur au Ki 2 de la table. Si le Ki 2 calculé est inférieur au Ki 2 de la table, alors l'hypothèse H0 est acceptée. Bien sûr, au seuil de risque de 5%. Et dans le cas contraire, cette supposition, donc cette hypothèse est rejetée, auquel cas
l'hypothèse qu'on a formulée au départ n'était pas valide, autrement dit, la loi retenue au départ n'était pas adéquate. C'est pour ça qu'on appelle ça un test d'adéquation. Voilà, donc peut-être que le mieux, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai du mal à afficher une table sur Internet, mais alors en réalité une table ça ressemble à ceci, vous voyez, je ne sais pas si on voit, donc là vous voyez, vous avez la table, et donc là vous voyez ici, vous avez le qui 2 théorique, qui 2 d'alpha, et là vous avez la zone critique, donc la zone dans laquelle le qui 2 calculé ne doit pas y être. Si le qui 2 calculé est inférieur au qui 2 théorique, au qui 2 de la table, alors l'hypothèse H0 est acceptée. Donc là, vous remarquez que alpha est égal à 0,1, ici, 1%, 5%, etc. Donc là, c'est, voilà, et ça monte comme ça. Vous avez donc ici le nombre de degrés de liberté. Le nombre de degrés de liberté se lit ici, de l'autre côté. Voilà. Vous voyez le nombre de degrés de liberté, 1, 2, 3. Je ne sais même pas si vous voyez la table dans le bon sens. En tous les cas, voilà comment elle se présente. Très bien, donc on va faire un petit résumé avant de prendre un exemple numérique. Donc on résume en disant ceci. Nous avons au départ, grand X est une variable aléatoire définie sur une population oméga. D'accord ? On va donc, depuis cette population-là, on va extraire un échantillon donc de taille n, ou un échantillon de taille quelconque. D'accord ? De cette population-là, donc on va extraire un échantillon. On va faire un test. On va donc tester l'hypothèse nulle H0. Et on dira que cette variable aléatoire grand X, on va supposer que cette variable aléatoire grand X suit une certaine loi théorique. Bien sûr, au seuil de risque alpha. Alors bien sûr, les effectifs donc observés, les effectifs observés, on les a notés O1, O2 et OK, puisqu'on a supposé qu'on a K classes, d'accord? Et bien sûr, si grand X, d'accord? Si grand X suit exactement une loi théorique donnée, qu'on se fixe au départ, sans fluctuation d'échantillonnage, on calculera à partir de cette loi les effectifs théoriques que j'appellerai T1, T2 et TK, effectifs théoriques. D'accord? On dira quoi? Que la variable aléatoire, ce que j'appelle moi le qui2 calculé, qui est égal à quoi? À la somme, d'accord? À la somme des OI moins TI au carré sur TI, I variant de 1 à K. Donc cette variable, ça qu'on appelle un indicateur d'écart. Donc la variable donc, du qui2 ici calculé, d'accord, suit la loi du qui2 à quoi? À K moins 1 moins P degré de liberté. Degré de liberté. Je répète, si vous avez 10 classes, ça vous fera 10 moins 1. Le petit p mesure le nombre de paramètres que l'on a dû estimer. Si on se fixe une loi de Poisson, petit p sera égal à 1. Si on se fixe une loi normale, petit p est égal à 2. Si on n'a aucune loi, dans ce cas-là, petit p égale 0 et le nombre de degrés de liberté est tout simplement égal à k moins 1. Alors maintenant, on va donc, une fois qu'on a le qui2 calculé,
nous avons le nombre de degrés de liberté, nous avons le seuil de risque alpha. On va aller vers la table pour lire le qui 2 de la table. Alors, si le qui 2 calculé est strictement plus petit que le qui 2 de la table, d'accord, si le qui 2 calculé est strictement inférieur au qui 2 de la table, alors on accepte H0. Autrement dit, l'hypothèse que l'on a fixée au départ est une hypothèse valide. Donc la loi suivie par grand X, bien sûr, est une loi adéquate. Bien sûr, au seuil de risque alpha. En revanche, si qui 2 calculé est strictement plus grand que le qui 2 de la table, on rejette H0 et auquel cas on conclut par une invalidité de la loi suivie par grand X. Voilà, maintenant je vous propose de prendre un exemple numérique pour expliquer tout ça, en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue et surtout pas trop brouillon, mais parce que je fais ça de façon, je dirais, presque sur un temps très très court, et donc je fais au mieux. Voilà, je fais au mieux, on va dire. Allez, je vais dicter l'exemple, je vais l'écrire au tableau, je ne sais pas comment faire, mais bon, c'est pour ça que on m'a dit, j'ai déjà dit, souvent il m'arrive de faire des vidéos et de les faire directement à la maison et certains me disent, ouais, mais c'est mieux de les faire en direct, etc. D'un autre côté, quand vous rédigez comme ça, c'est peut-être mieux d'avoir de temps en temps des vidéos plus écrites, etc. Bon, en fin de compte, je fais un mix des deux, à vous d'apprécier. En tous les cas, s'il y a eu des petites maladresses par-ci, par-là, des incorrections, des imperfections, c'est un peu l'aléa du direct, parce que je ne fais pas de montage, hein, donc je lance la chose et puis tant pis. Donc je compte sur votre indulgence, quoi qu'il arrive. Allez, on va prendre un exemple si vous voulez bien. Très bien, alors voilà un exemple. Bon, c'est pas très bien écrit, mais je vais le lire avec vous, si vous voulez bien. Ici, nous avons un vendeur de livres à domicile à relever le nombre de contrats qu'il a fait signer en 100 jours. Donc ici, vous avez XI, le nombre de contrats, XI, le nombre de contrats, et NI, le nombre de journées. Par exemple, il a fait signer 2 contrats pendant 17 jours. Il a fait signer 4 contrats pendant 3 jours. Il est clair que la somme des NI ici est tout simplement égale à 100. 38 plus 36 plus 17 plus 6 plus 3 est égal à 100. Première question, donc ça c'est un sujet qui date, c'est un sujet à l'époque de DECF, donc c'est ce qu'on appelle, ce qui s'apparentait à l'UV5, donc les mathématiques appliquées en DECF. Donc on me demande de calculer l'espérance de grand X, donc en fin de compte on me demande de calculer la moyenne, il y a combien de contrats en moyenne. On me demande de calculer la variance. Là vous avez ce qu'on appelle la fonction de répartition f de 1, rappelez-vous que f de petit x c'est la probabilité que grand X soit plus petit que petit x. Donc ici f de 1 c'est p de x plus petit que 1. Et donc deuxième question, expliquer pourquoi il est raisonnable de penser à une loi de Poisson pour approximer ce phénomène. Bien sûr, le vérifier avec grand F de 1. Ensuite, petit 3, d'accord, retrouver ce résultat à l'aide du test, à l'aide d'un test du qui 2, n'est-ce pas, au seuil de signification de 5%. Alors, pour que vous puissiez faire l'exercice en même temps que moi, je vous recommande 2 choses. Il faut avoir à disposition la table du qui 2, pour après, pour la 3e question. Et bien sûr, il faut avoir devant vous ce qu'on appelle la table de la loi de Poisson. D'accord? Pour justement pouvoir calculer ce qu'on appelle les effectifs théoriques. Très rapidement, ici, ah oui, j'ai oublié précédemment, vous voyez, j'ai pas été très bon. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais je l'avais dit en préambule. Vous voyez, j'y pense à l'instant. Rappelez-vous, lorsque on va élaborer le nombre de classes, on a dit K classes en général. Donc, il faut, sur le plan théorique, il faut veiller à ce que toutes les classes, d'accord, aient un effectif au minimum égal à 5. Il faut que toutes les classes aient un effectif au minimum égal à 5.
ici vous regardez toutes les classes qu'on vienne, je veux dire les classes théoriques, l'effectif théorique. Mais là, on le voit de façon approximative, puisque, a priori, on peut estimer que la loi de Poisson sera effectivement une loi adéquate, la loi retenue. Bon, mais je vous le dis par anticipation. Mais vous voyez très bien de façon intuitive que la dernière classe, donc la cinquième classe, a un effectif inférieur à 5, mais encore une fois, ce n'est pas l'effectif observé, mais l'effectif théorique. Il faut que tous les effectifs théoriques aient un minimum de 5. Okay. Alors, donc, encore une fois, on va donc calculer l'espérance, la variance, et ça, je ne vais pas trop détailler. Vous savez que lorsque vous avez une série, donc je vous laisse prendre l'énoncé. Parce que je vais bien sûr l'effacer dans 2 minutes. Je suis obligé de faire les calculs. Donc je vais calculer la moyenne. La moyenne, vous vous rappelez, statistiquement, pour calculer une moyenne x bar, c'est la somme des ni xi divisé par grand N. D'accord ? C'est la somme des ni divisé par grand N. Donc ensuite, pour calculer la variance, bon, je vais quand même faire un peu d'ordre, je vous laisse noter ça. Je vais effacer le tableau et écrire notre formulaire pour pouvoir faire nos calculs très simplement. Très bien, donc là j'ai repris mon tableau, donc j'ai mis x ici, donc là les sommes. Alors, je rappelle les formules. Pour calculer donc la moyenne, l'espérance de grand X, puisqu'il appelle l'espérance de grand X, mais je peux l'appeler x bar. L'espérance de grand X, donc c'est la somme des ni xi sur grand N, d'accord? Donc la somme des ni xi, j'ai fait le total ici, donc ni xi c'est 0 fois 38, 1 fois 36, vous voyez, c'est cette première ligne fois cette seconde, ça vous donne ni xi, là vous avez le total, donc ça vous fait la somme des ni xi c'est 100, et la somme des ni, c'est-à-dire l'effectif total, c'est tout simplement 100. Ce qui veut dire que nous avons une moyenne égale à 1. Donc l'espérance de grand X est égale à 1. Maintenant, la formule de la variance. Je vais utiliser la formule qui est plus rapide que celle qui mesure la moyenne des écarts à la moyenne au carré, pondéré. D'accord? Je vais plutôt appliquer la formule de Koenig, c'est-à-dire la somme des ni xi au carré sur grand N moins l'espérance de x au carré. Donc ici, la variance de grand X est tout simplement égale à la somme des ni xi carré, c'est-à-dire 206 divisé par grand N, 100, moins x bar, moins l'espérance de grand X au carré, donc moins 1 au carré. Donc là, ça me fait 2,06, et donc la variance est tout simplement égale à 1,06. Alors, je devrais être un peu plus précis parce que là, il est question d'un échantillon, et si je veux une estimation ponctuelle de la variance et donc de l'écart type de ma population, pour l'écart type, il faut donc en réalité multiplier ceci par racine carrée de n sur n-1, c'est-à-dire de 100 sur effectivement 99. Ce qui donnerait une variance sensiblement différente. Mais ce n'est pas le problème, on est quasiment très proche de là, 1,06, 1,07, on va pas, c'est pas le but du cours. Ce qui est important maintenant, c'est de mettre en relation un résultat important. Lorsque vous avez une loi de Poisson, et vous avez ici une distribution statistique, qu'est-ce qui me permet déjà, de par simplement ces deux résultats, une espérance, donc une moyenne égale à 1 et une variance très proche de 1. Dans le cas d'une loi de Poisson, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo là-dessus, l'espérance mathématique, dans le cas d'une loi de Poisson de paramètre lambda, il faut savoir que l'espérance mathématique, n'est-ce pas, et la variance sont toutes les deux égales à lambda. Dans le cas d'une loi de Poisson de paramètre lambda, si grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda, il faut savoir que l'espérance de X est égale à la variance de X est égale à lambda. Et donc là, ce résultat-là nous permet de façon, on peut conclure et dire que de par ces deux résultats-là, une moyenne sensiblement proche de la variance nous laisse penser que
si j'appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de contrats, eh bien je dirais que grand X suit une loi de Poisson, de paramètre combien? De paramètre égal à la moyenne, donc de paramètre 1. On me demande de calculer, essayons déjà de vérifier. On me demande de calculer grand F de 1, c'est-à-dire la probabilité que X soit plus petit strictement que 1. Quelle est la probabilité qu'il y ait moins de 1 contrat réalisé? La probabilité qu'il y ait moins de 1 contrat, c'est tout simplement la probabilité qu'il y ait 0 contrat. La probabilité qu'il y ait 0 contrat, c'est tout simplement 38 divisé par 100. Donc la probabilité qu'il y ait 0 contrat, c'est 0,38. Maintenant, si je teste, si je regarde, je calcule la probabilité qu'il y ait 0 contrat à l'aide, en m'appuyant sur la loi de Poisson, pour voir si je trouve un résultat très proche de 0,38. Donc je vais donc effacer ici, si vous permettez. J'efface ici. Alors, donc, j'efface ici. J'ai donc, si je veux calculer donc je rappelle que si grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda, je vous rappelle que la probabilité que X égale K est tout simplement égale à lambda exposant K sur factoriel K exponentielle de moins lambda. Ça, c'est la probabilité que grand X suit une loi de Poisson de paramètre lambda. Ici, je vais tester, donc, pour un paramètre lambda égale à 1, je vais calculer la probabilité que X égale combien? 0, puisque strictement plus petit que 1, ça fait P de X égale 0. Alors, j'applique ma formule. Ça met donc P de X égale 0 est égal à lambda, donc c'est 1, puissance 0, ça fait 1, sur factoriel 0, mais factoriel 0 ça fait 1, et bien sûr exponentielle de moins lambda, donc exponentielle de moins 1, ça fait donc exponentielle de moins 1. Vous prenez votre calculatrice, est-ce que j'en ai sous les yeux? J'en ai pas. Vous prenez votre calculatrice et en toute logique, vous devez trouver un résultat qui est très proche de 0,38. Je vais après vous donner une autre façon de vérifier par rapport à ce tableau comment on peut donc, qu'est-ce qui nous permet de penser qu'une loi de Poisson est appropriée. Le choix de la loi de Poisson est approprié, autrement dit, elle semblerait, cette distribution statistique semblerait suivre une loi de Poisson. Pour ça, préalablement, j'aurais besoin de calculer, si vous voulez, les fréquences. Je vais calculer les fréquences FI, donc tout ça, je n'en ai pas besoin. Donc je vais calculer les fréquences FI, autrement dit, une fréquence, c'est comme une probabilité. Donc la fréquence FI ici, donc FI, c'est 38 divisé par 100, ça fait 0,38. 36 divisé par 100, ça fait 0,36. 17 divisé par 100, ça fait 0,17. 6 divisé par 100, 0,06. Et enfin, 0,03. Bien sûr, pour un total égal à 1. Donc ici, effectivement, pour exponentielle de moins 1, ça fait tout simplement à peu près 0,37. Donc ce qui me rapproche de ça. Alors maintenant, si vous voulez bien, je vais faire alors j'ai un petit peu touché le zoom. Voilà. Peut-être, oui, pourquoi pas. Oh non, c'est trop. Alors, je vais donc, si vous voulez bien, vous montrer quelque chose de très très important. On peut avoir cette démarche-là pour montrer qu'on est en présence d'une loi de Poisson. Alors, regardez bien. Ici, j'ai calculé les fréquences. Donc, la probabilité qu'il y ait 0 contrat, enfin, la fréquence qui est 0 contrat, la fréquence correspondant à 0 contrat, c'est 0,38. Fréquence d'avoir 3 contrats, c'est 0,06. Donc, K peut être égal à 0, 1, 2, 3 ou 4. Regardez bien. Lorsque j'ai X qui suit une loi de Poisson de paramètre lambda, j'ai donc P de X égale K. Égale. Alors, changer un peu de main parce que je suis un peu fatigué de mettre. P de X égale K est tout simplement égal à lambda exposant K sur factoriel K exponentielle de moins lambda. Maintenant, je vais calculer la probabilité que X égale à K plus 1.
probabilité que x égale à k plus 1. Donc ça fait lambda exposant k plus 1 sur, bien sûr, k plus 1 factoriel exponentielle de moins lambda. Donc je répète, P de x égale k, c'est lambda exposant k sur k factoriel exponentielle de moins lambda. P de x égale k plus 1, je remplace k par k plus 1. Maintenant, on va faire le rapport P de x égale k plus 1 et P de x égale k. Alors, P de x égale k plus 1 et P de x égale k. Je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Alors, j'ai donc P de x égale k plus 1 divisé par P de x égale k. On va trouver un résultat intéressant. Regardez. Je fais donc le rapport. J'écris tout. Est-ce qu'on me voit? Ouais. Alors, donc là, j'écris lambda exposant k plus 1 sur factoriel k exponentielle de moins lambda sur, donc P de x égale k, je recopie ce qui est là. Ça fait lambda exposant k sur factoriel k exponentielle de moins lambda. Pour diviser ça par ça, je fais le produit du haut par l'inverse du bas. Alors, je prends mon calcul ici, je le reprends ici, donc ça me fait... Est-ce que ça va? Alors, j'écris donc ce rapport, P de grand X égale K plus 1, divisé par P de grand X égale K, égale. Je multiplie le haut, donc lambda exposant K plus 1 sur factoriel K, exponentielle. Alors, vous voyez très bien, je ne vais pas le faire, mais exponentielle de moins lambda, exponentielle de moins lambda. Je simplifie par exponentielle de moins lambda. Il me reste une fraction au numérateur et une fraction au dénominateur. Ce qui me donne lambda exposant k plus 1 sur factoriel k plus 1, il ne faut pas que je fasse une bêtise, multiplié, bien sûr, par l'inverse, ici, c'est-à-dire factoriel k sur lambda exposant k. Il y a bien sûr une simplification. Qu'est-ce que c'est lambda exposant k plus 1? C'est lambda exposant k que multiplie lambda. Donc je peux simplifier par lambda exposant k. Je répète, lambda exposant k plus 1. Lambda exposant k plus 1. Vous avez compris que c'est lambda exposant k que multiplie lambda. Donc si je divise lambda exposant k par lambda exposant k, je divise par lambda exposant k, ça me laisse lambda. Donc ici, en simplifiant par lambda exposant k, qu'est-ce que j'ai? J'ai lambda au numérateur. Mais qu'est-ce que c'est k plus 1 factoriel? Vous savez que k plus 1 factoriel est tout simplement égal à k plus 1 que multiplie factoriel k. N'est-ce pas? K plus 1 factoriel est égal à k plus 1 que multiplie factoriel k. Donc ici, je peux simplifier, n'est-ce pas, par factoriel k. Ça me laisse donc égal à lambda sur k plus 1. Voilà mon résultat final. Donc là, quand vous avez une loi de Poisson de paramètre lambda, la probabilité que x égale k plus 1 sur la probabilité que x égale k est toujours égale à lambda divisé par k plus 1. Si vous me permettez, je vais effacer au-dessus pour réécrire ce résultat autrement. Et on va l'appliquer à notre cas pour vérifier effectivement si le choix de notre loi retenue est adéquat ou pas. Autrement dit, je parle de choix initial. On fera le test par la suite. On va d'abord simplement vérifier que ce choix peut s'avérer intéressant. Je vais donc effacer tout ceci et je vais donc reprendre mon résultat qui se trouve ici. Donc je vais tout effacer et je vais reprendre mon résultat. Donc je vais faire un peu plus propre. Voilà. Qu'est-ce que je viens d'obtenir? Je viens d'obtenir ceci. Je viens d'obtenir la probabilité que x égale k plus 1 divisé par la probabilité que x égale k est tout simplement égal à lambda
divisé par k plus 1. Je fais maintenant le produit en croix. Enfin, je multiplie par k plus 1 de part et d'autre. Vous êtes d'accord que j'obtiens k plus 1 facteur de p de x égale k plus 1 sur p de x égale k est toujours égal à lambda. Voilà. Quand vous divisez p de x égale k plus 1 sur p de x égale k et que vous multipliez par k plus 1, vous trouvez le paramètre lambda. On va tester ça. On va ramener ça à notre exemple. Regardez. K est égal à... Là, c'est K. K qui peut être égal à 0, 1, 2, etc. Commençons par K égale 0. Donc là, ça me fait quoi? 0 plus 1. Ça me fait 1. Que multiplie P de x égale 1. C'est-à-dire... la probabilité, elle se lit là. Hein. Ça, c'est la probabilité que x égale 0, c'est 0,38. Probabilité que x égale 1, c'est 0,36. Probabilité que x égale 3, c'est 0,06. D'accord? Donc, je lis probabilité. Donc, si k égale 0, donc je démarre. K égale 0, ça fait donc 1. Que multiplie probabilité que x égale 1. Probabilité que x égale 1, c'est 0,36. Sur probabilité que x égale 0. Rappelez-vous, k égale 0. Probabilité que x égale 0, ça fait 0,38. Je passe à la ligne suivante. Cette fois-ci, je prends k égale 1. Donc, virgule, je prends k égale 1. Donc, ça fait k plus 1, ça fait 2. P de x égale 2. P de x égale 2, ça fait 0,17. Donc, que multiplie 0,17. Divisé par P de x, rappelez-vous, k égale 2, donc divisé par P de x égale 1. Et P de x égale 1, c'était combien? 0,36. Je passe à la ligne suivante. Là, j'ai pris P de k égale, là j'ai pris k égale 0, là j'ai pris k égale 1, maintenant je prends k égale 2. Si k égale 2, mon facteur ici c'est k plus 1, 2 plus 1 ça fait 3. Donc 3 que multiplie la probabilité que x égale 3. La probabilité que x égale 3, c'est 0,06. Divisé bien entendu par la probabilité que x égale 2. C'est-à-dire combien? Là, j'ai mal écrit, c'est bien, vous avez bien lu 0,36. La probabilité que x égale 2, c'est 0,17. Et vous pouvez continuer ainsi. Après, vous faites quoi? Donc là, j'ai pris k égale, k égale 2, n'est-ce pas? Et maintenant, vous faites k égale 3. Ça veut dire, si k égale 3, ça fait 4 fois probabilité de k égale 4, x égale 4, c'est 0,03, divisé par probabilité que x égale 3, 0,06. Je fais ce calcul-là. Je fais ce calcul-là, je n'ai pas fait le dernier calcul, et ce calcul-là vous donne quelque chose qui ressemble à ça, 0,947. Ce résultat-là vous donne 0,944. Et enfin, celui-ci vous donne 1,059. Et qu'est-ce qu'on a dit ici? Le K plus 1 fois P de x égale K plus 1 sur P de x égale au paramètre lambda. Et vous voyez très bien que ces valeurs-là sont très voisines de 1. Donc, la supposition d'une loi de Poisson de paramètre lambda égale 1 semblerait aller dans le bon sens. On va maintenant effectuer notre test, voir effectivement si cette loi peut être retenue au seuil de signification de 5%. C'est là où on va utiliser le test du Kido. Vous voyez, c'est quand même des séances assez lourdes. C'est pour ça que je mets du temps à les faire, parce que, et vous savez, moi je comptais peut-être voir la loi normale avec, mais là aujourd'hui c'est quasiment impossible. Donc je vais continuer ma séquence, mais très vite, depuis chez moi, je vais monter des petits tableaux et je vais vous montrer comment, dans quel cas, dans quelle situation, on peut tester effectivement si une variable aléatoire suit une loi normale. Et j'aborderai de la même façon ce qu'on appelle le test d'indépendance. Lorsqu'on a deux variables, est-ce qu'elles sont indépendantes ou pas? Mais cette fois-ci, pareil, je le ferai directement depuis mon PC, puisque, comme vous le voyez, il y a trop de calculs et c'est pas très esthétique. C'est vrai que, voilà, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc je vais maintenant, on va mettre en place notre test. Ok. Alors, très bien. Donc ici, essayez de trouver une table de la loi de Poisson pour comprendre un petit peu les résultats qui sont là.
Bien sûr, si vous n'avez pas votre table, vous pouvez toujours utiliser la formule P de x égale k égale lambda exposant k sur factoriel k exponentielle de moins lambda. Mais c'est plus rapide de prendre une table. Donc ici, j'ai bien sûr repris le tableau. Ici, donc rappelez-vous précédemment, on avait dit que aucune des classes ne peut avoir un effectif inférieur à 5. C'est la raison pour laquelle j'ai regroupé les deux dernières classes. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais 5 classes. Maintenant, j'en ai plus que 4. J'ai regroupé la quatrième et la cinquième. C'est pour ça qu'on peut avoir 0 contrat, 1 contrat, 2 contrats et 2 contrats et plus. Ici, j'ai ce qu'on a appelé les effectifs observés, les OI. C'est notre distribution empirique, c'est notre échantillon donc, qui a révélé ces résultats-là. Plus bas, on a calculé donc, les effectifs théoriques. Je vous explique rapidement comment on a calculé ces effectifs théoriques. Rappelez-vous, nous avons notre table de la loi de Poisson. Le paramètre lambda est égal à 1. Pour calculer cette valeur-là, on va calculer la probabilité, d'abord, la probabilité que x égale 0. La probabilité que x égale 0, je prends ma table et je lis au paramètre lambda égale 1 et k égale 0. Ou alors si je prends ma calculatrice, je tape lambda exposant 0, c'est-à-dire 1 exposant 0 qui fait 1, sur, factoriel 0 qui fait 1, et exponentielle de moins lambda, exponentielle de moins 1. Je crois qu'on avait trouvé quelque chose qui ressemblait à 0,37 et des poussières. Mais si vous prenez votre table, vous trouverez un résultat un peu plus proche, vous trouverez 0,368. Donc la probabilité que x égale 0 est égale à 0,368. Il faut donc multiplier cette probabilité-là par l'effectif total qui est égal à combien, rappelez-vous? La totalité ici égale à combien? À 100. Donc je fais 0,368 multiplié par 100 et ça me donne un effectif théorique de 36,8. Pareil, je passe à x égale 1. La probabilité que x égale 1, d'après ma table, elle est sensiblement proche de celle-ci. Ça fait aussi 0,368. Je multiplie par 100 et ça fait 36,8. Au passage, pour les effectifs théoriques, il n'est pas question de les arrondir. Il faut garder les valeurs telles qu'elles apparaissent avec des décimales. On est d'accord? Ne pas dire c'est un effectif, c'est un nombre, donc c'est un nombre entier. Non, effectif théorique, vous gardez les valeurs telles que. Je passe à la ligne suivante, je regarde P de x égale 2 et je lis dans ma table une probabilité de 0,184. Je multiplie 0,184 par 100 et j'obtiens 18,4. Et vous avez compris, la dernière, pour que l'effectif total soit égal à 100, il me suffit de faire 100 moins tout le reste et ça me donne effectivement 8. Donc ça, ce sont mes effectifs théoriques. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Les effectifs donc théoriques sont ceux que l'on obtiendrait sur un échantillon de taille 100 si bien sûr grand X suivait effectivement une loi de Poisson de paramètre A, c'est ce qu'on a supposé, et bien sûr s'il n'y avait pas de fluctuation d'échantillonnage. Donc ça c'est les conditions. Une fois qu'on a fait ça, on va donc calculer ce qu'on appelle l'indicateur d'écart. On va calculer ce qu'on appelle le qui2 calculé. Le qui2 calculé. Alors, l'indicateur d'écart, qui2 au carré calculé, c'est quoi? Le qui2 calculé, je rappelle, le qui2 calculé, c'est quoi? C'est la somme des OI moins TI au carré, n'est-ce pas, sur TI. Donc en réalité, il faudrait que je fasse ceci. Je vous laisse faire les opérations. En réalité, il vaut mieux, avec Excel, ça va très vite. Vous avez ici la ligne, vous savez, vous avez la ligne, vous avez XI, vous avez OI, vous avez TI. Vous faites une ligne et vous faites OI moins TI. Avec Excel, ça va vite. Ensuite, vous faites cette ligne-là au carré. Vous faites OI moins TI au carré. Et ensuite, vous faites une dernière ligne, vous divisez ce carré-là par TI. Et vous faites une autre ligne en faisant OI moins TI au carré, le tout sur TI. Vous voyez, donc si j'avais été devant un ordi, j'aurais fait ça plus proprement. Mais malheureusement, je vous laisse faire manuellement parce que le temps presse.
et malheureusement on va me mettre dehors. Alors, donc très vite, on fait donc, regardez bien, on fait O1 moins T1, O1, donc je fais, donc je calcule, là c'est le qui 2 calculé, égal. Donc là je suis obligé d'écrire, alors O1, 38, moins 36,8, au carré, sur 36,8, plus O2, 36, moins T2, 36,8, au carré, sur 36,8, plus O3, 17, moins 18,4, au carré, sur 18,4, plus, enfin, 9 moins 8 sur 8, et sur 9 moins 8 au carré. Je fais ce calcul. En principe, vous obtenez quelque chose qui ressemble à peu près à combien? Qui ressemble à combien? À peu près 0,29. Donc le qui de calculé est égal à 0,29. Bien, on touche au but, mais c'était quand même laborieux. Il faut dire que j'ai un peu souffert parce que c'est pour ça que j'ai hésité à faire cette vidéo, parce que j'aurais dû la faire finalement chez moi. La prochaine, je sais ce que je ferai, ça sera beaucoup plus propre et plus synthétique. Certains préfèrent me voir comme ça en direct, ils me disent c'est mieux. Bon, mais en tous les cas, il faut dire que j'ai souffert, hein. C'était pas évident. Pas évident, je continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut voir? Rappelez-vous, on veut faire un test avec au seuil de simplification de 5%. Donc normalement, je dois avoir ceci, donc je vais effacer. Donc mon qui de calculer, donc tout ça, j'en ai plus besoin. Donc tout ça, j'en ai plus besoin. Donc je viens de trouver mon qui de calculer est égal à tout simplement 0. Qui de calculer est égal à 0,29. Donc voilà ce qu'on va effectivement rappeler. Donc là, je vous demande de vous procurer une table du qui 2. Et donc ici, vous êtes d'accord que la zone critique, c'est effectivement cette zone-là. Ça, c'est le fameux qui 2 de la table. Et donc ça représente une R égale à 5%. Ça, c'est la zone critique. Zone critique. Et ça c'est la zone critique, c'est la zone de rejet de H0. Et ça, c'est la zone d'acceptation de H0. Okay? Autrement dit, si mon qui de calculer est de ce côté, j'accepte H0. Si mon qui de calculer est de ce côté, de l'autre côté du qui de la table, je refuse H0. Voilà l'idée, c'est très simple. Donc le tout, c'est de bien retenir les étapes. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc ici, la probabilité, puisqu'on veut un seuil de signification, un seuil critique de 5%. En réalité, la probabilité que le qui 2 calculé soit supérieur au qui 2 de la table, d'accord? Cette probabilité-là est forcément égale au seuil de risque. Donc ça, c'est ma zone critique. D'accord? Ça, c'est ma zone critique. Alors, la table, qu'est-ce qu'elle donne? Donc, vous prenez votre table. Attention maintenant, il faut déterminer quoi? Donc, l'indicateur d'écart. Il faut prendre votre table et vous regardez quoi? D'abord, déterminer le nombre de degrés de liberté. On rappelle que le nombre de degrés de liberté ici, c'est quoi? C'est le nombre de classes moins 1, moins le nombre de paramètres à estimer. Je rappelle le cours, le nombre de classes K, moins 1, moins P étant le nombre de paramètres à estimer. Le nombre de classes ici, j'ai effacé, mais rappelez-vous, on avait 5 classes, mais on a regroupé les 2 dernières. Ce qui veut dire qu'on a fini avec 4 classes. Donc au total, le nombre de degrés de liberté nu est égal à 4 moins 1. Et P, c'est le nombre de paramètres que j'ai dû estimer. J'ai estimé lambda, donc j'ai estimé un seul paramètre. Par conséquent, le P est égal à 1. Donc je fais 4 moins 1, ce qui me donne 4 moins 2, c'est-à-dire 2. Donc je prends ma table, nombre de degrés de liberté 2, et le alpha 5%. Et vous lisez dans la table, donc vous devez lire, la table donne donc le qui 2 de la table,
est tout simplement égal à 5,99. Prenez votre table et vous lirez le qui2 de la table associé à un nombre de degrés de liberté égal à 2 et à un seuil de risque de 5%, vous lirez 5,99. Et maintenant la question est de savoir, comparons le qui2 calculé et le qui2 de la table. Qui2 calculé 0,29. Le qui2 de la table est 5,99. Le 0,29, vous avez compris, va se trouver de quel côté, dans quelle région? Le 0,29 va se trouver de ce côté, puisque là, j'ai combien? 5,99. 5,99, alors que là, j'ai 0,29. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va dire? L'indicateur d'écart. L'indicateur d'écart. L'indicateur d'écart entre la distribution empirique et la loi théorique. D'accord? L'indicateur d'écart entre la distribution empirique et la loi théorique, n'est-ce pas, n'est donc pas, d'accord, n'est donc pas significative au seuil, la différence, hein, l'indicateur d'écart, donc la distribution empirique et la distribution théorique n'est pas significative, hein, cette différence, elle n'est pas significative au seuil de quoi? Au seuil de risque de combien? De 5%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va donc accepter l'ajustement proposé. On va donc accepter l'ajustement proposé parce que le qui2 calculé est strictement inférieur. Le qui2 calculé est strictement inférieur au qui2 de la table. Par conséquent, il n'y a pas de différence significative entre notre distribution observée et notre distribution théorique. D'accord? On va donc accepter l'ajustement proposé. Alors on va tirer une conclusion. Donc on dira au seuil de risque de 5%, le test du qui2 conduit à accepter H0, donc conduit à accepter l'hypothèse que grand X suit la loi de Poisson de paramètres lambda égale à 1. Je ne sais pas combien a duré la vidéo, mais en tous les cas, moi je suis épuisé. Encore une fois, je ne suis pas très content de ce cours, mais bon. Mais je le dis comme je le pense. Voilà. J'ai fait de meilleurs cours que cela. Mais pour le prochain, pour tester donc une loi normale et pour tester donc la notion d'indépendance entre deux distributions, je le ferai directement en visio. Voilà. Merci de m'avoir suivi et puis encore une fois, merci pour vos encouragements. Mais n'hésitez pas surtout, hein, c'est très important, n'hésitez pas à commenter parce que effectivement, si ces cours servent le plus grand nombre, c'est effectivement le but. Hein. Donc n'hésitez pas mais soyez indulgents hein, sur tel ou tel aspect qui vous paraît flou. C'est un domaine relativement complexe. Mais je vais aussi j'en profite pour vous dire que peut-être je ferai peut-être une petite vidéo pour approfondir un petit peu la notion du qui2 parce qu'il y a un aspect mathématique relativement lourd derrière. Et c'est vrai qu'en parler comme ça, pas facile. Voilà, encore une fois, tenez bon et à bientôt. All the best. Ciao.